Bonjour, bon jeudi à tous, madame, messieurs. La presse, vous la trouverez donc en kiosque ce matin. La nouvelle expression parle de Gabou, Ouazizi, silence sur les coupables. C'est le titre proposé par le tabloïd. Le même journal fait savoir qu'au moins une dizaine de crimes odieux ont d'ailleurs secoué le Cameroun ces derniers mois. À chaque fois, le pays donnait l'impression d'être traversé par un violent orage. Puis, plus rien. C'est ce que le journal propose ce matin, page 3. Le même journal parle également des meurtres de Kribi. L'enquête dans l'impasse, tué le 25 juillet 2020. Lydienne Solange Taba sera inhumée le 29 août prochain, alors que la famille ne sait toujours rien de ce qui est donc arrivé à leur fille. C'est en page 2 de la nouvelle expression de ce matin. Le même journal parle également de régions anglophones, péril sur des quincailleries. C'est en principe, d'ailleurs à cause notamment de la restriction des achats de machettes et de fer à béton, dans le but notamment de combattre l'insécurité. On peut lire tout cela également en page 3 du journal ce matin. Le même journal parlait aussi de Covid-19. Poutine, héros de l'Afrique. Certains pays africains, comme d'ailleurs le Kenya, ont montré leur intérêt pour le vaccin contre le Covid-19 annoncé par le Kremlin. C'est ce qu'on lit en page 8 du journal La Nouvelle Expression ce matin. Et puis on parle du Covid-19 également. 1000 taximens donc sensibilisés. L'acte est donc de l'association For All qui a lancé une campagne de sensibilisation de masse dans la ville de Yaoundé. On peut découvrir tout cela également dans le journal. Le Messager de ce matin parle de l'affaire chantier naval avec les dessous d'un règlement de compte. C'est le titre proposé par le journal. Victime d'une accusation fondée sur le mensonge, certains cadres croupissent donc dans les geôles, attendant en vain d'en être extirpés pour présenter leur défense. C'est le journal qui le dit en page 4 de ce numéro. Et puis Jean-Michel Nietzsche, le Mali parle au Cameroun. On découvre en page 2 du journal Le Messager. Le même Messager parle également des crises anglophones avec le pouvoir. Crie donc son ras-le-bol aux États-Unis. Une manifestation publique autorisée a eu lieu hier devant la représentation diplomatique à Yaoundé. C'est ce qu'on découvre également en page 4 du journal Le Messager de ce matin. L'autre journal disponible en kiosque, c'est le quotidien Le Jour qui parle d'éducation. Quelle école en 2020 et 2021, c'est une question que se pose le tabloïd. Le ministère des Enseignements secondaires envisage donc des cours à mi-temps. C'est ce qu'on lit en page 4. On découvre également autre chose. Il faut sauver Marthe Zambo. C'est un SOS d'ailleurs que l'on lit également dans le journal Le Jour de ce matin. Le journal a d'autres informations également. Et puis Émergence parle de toute autre chose. Éducation aussi, peut-être avec autre chose également dans le nord-ouest et sud-ouest. Les quincailleries en péril. Et puis on parle d'éducation. Plus de 200 enseignants sans salaire depuis 3 ans. C'est le journal qui le dit. Donc, les témoins à charge pleuvent, bien entendu. Les témoignages à charge pleuvent. C'est le journal qui le dit en page 5. On parle également du nord-ouest, également le nord aussi, avec la prévalence du paludisme en hausse dans cette partie du pays. C'est dans le journal. Disponible en kiosque ce matin. Eau potable, Camouate perturbe notamment les Camerounais. C'est ce que le journal donne également comme information dans le numéro émergence de ce matin. On peut lire et lire aussi le journal Le Financier d'Afrique qui parle de politique monétaire. La BEAC injecte 50 milliards de francs CFA en plus dans les banques. Et on peut lire aussi dans le dossier proposé par le tabloïd Le Financier d'Afrique. Le même journal parle également de l'impact de la suspension du bail de Néo Industrie dans la vallée d'une Thème. C'est dans le journal également ce matin. Et puis le journal Mutation parle du RDPC. Avis de tempête. C'est d'ailleurs le titre proposé par le tabloïd pour dire simplement qu'il s'agit de présidée par Mafani Moussongue. La commission devant examiner notamment les cas d'indiscipline à l'occasion des législatives municipales 2020 sera donc installée ce jour vers des sanctions contre des cadres du parti donc indélicat. C'est en page 7 du journal. Le journal parle également de Yaoundé-Douala, des nouvelles donc de l'autoroute à lire dans page 9 de ce numéro en kiosque aussi. Toujours dans la presse ce matin, Cameroun Tribune parle du nord-ouest et sud-ouest. Les chefs veulent rentrer. C'est ce que le journal propose. C'est un grand dossier également que je vous invite à lire ce matin, parlant notamment de ces deux autorités traditionnelles des deux régions, donc des déplacés internes dans le cadre notamment de la crise, était donc en conclave du côté de Yaoundé avec Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale. Tous sont d'accord qu'il faut retourner, mais maintenant en prenant notamment quelques directives et prescriptions aussi pour que la paix revienne donc dans ces différentes régions. C'est le dossier proposé par le journal Cameroun Tribune de ce matin et bien d'autres tabloïds qui s'intéressent à l'actualité. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction ce 4e jour de la semaine. Donald Brice Kamgan, bonjour et bienvenue. Bonjour.
Bonjour, bonjour à Camille, bonjour à nos téléspectateurs. Je vous filerai une facture tout à l'heure pour confiscation de personnes. D'accord. On se comprend. On règle toujours nos factures, ça ne vous en faites pas. Bonjour Camille Nélé. Flavien Vallon-Dongo, bonjour. Bonjour Donald Pouskambran, mais c'est un procent sociologique que vous faites à Flavien Vallon-Dongo. Vous savez, il y a des choses qui dépendent de nous, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Donc, voilà. Je ne sais pas si votre facture aura les chances de passer. Bonjour aux téléspectateurs d'Equinox et un grand bonjour à l'artiste Marc Zambo qui se trouve dans une situation assez critique et dont le jour a parlé ce matin, cette grande dame de la musique camerounaise, cette diva, voix vraiment extraordinaire, et en plus c'est une ancienne sportive parce qu'elle est ceinture noire de karaté, donc elle est malade, très très malade, la presse en parle, mais cette fois-ci il semble que son état, son diabète s'est aggravé, il ne faudrait pas qu'on en arrive à une situation telle que celle de Mabanga, donc vraiment beaucoup de courage à Marc Zambo et beaucoup de courage aux artistes qui puissent se mobiliser pour la sauver. De toute façon également. Alors, ce matin, la nouvelle expression revient sur Garbou ou Azizi, silence sur les coupables, donc avec au moins une dizaine de crimes odieux qui ont déjà secoué le Cameroun. Et là, le journal est donc revenu sur ces différents cas et présenté la situation. Oui, la nouvelle expression ce matin questionne ces crimes qui ont eu lieu au Cameroun il y a environ 2-3 ans pour certains, et met en avant le cas de notre confrère Samuel Ouazizi qui est décédé à Yaoundé dans des circonstances hautement controversées, mais également le tragique drame de Ngabo dans le département du Ndonga-Mantoum dans le nord-ouest. L'expression constate comme l'opinion nationale que plusieurs mois après ces différents décès sur le théâtre de la crise anglophone, les enquêtes promises n'ont pas toujours livré leurs secrets. On attend toujours, évidemment, que lorsqu'on est dans un contexte comme celui-ci, lorsqu'il y a cette sorte d'embargo sur des affaires qui sont devenues des affaires d'État comme celle-là, c'est hautement préoccupant à la fois pour la conscience nationale, mais également dans un contexte actuel où on a une crise pour laquelle on voudrait mettre fin le plus rapidement possible. Alors, le journal fait bien de rappeler, de faire ce rappel de mémoire ce matin avec ce qu'on observe dans les régions anglophones. Ben avec ce qu'on observe dans les régions anglophones qui tiennent tout simplement aujourd'hui de l'enfer. C'est carrément l'enfer aujourd'hui dans les régions anglophones. Et il ne faudrait pas non plus faire de parallèle entre ce qui s'est passé en Garbou, le cas de Ouazizi, avec les décapitations et les assassinats à la hache qu'on voit aujourd'hui, trouver ça comme prétexte pour opposer cela. Mais moi je dis que le messager fait bien de poser la question Garbou, Ouazizi, on attend. La nouvelle expression. La nouvelle expression, pardon. On attend effectivement. Le chef de l'État a instruit une enquête pour Garbou. Le dossier Ouazizi, pour lequel et la presse et même les autorités militaires se posent encore des questions, ça aussi, il y a une commission d'enquête qui a été créée. Bon, on attend la suite. Il est vrai que le rôle de la presse aussi, c'est de se poser cette question. Qu'est-ce qu'il en est? Où en est-on? Mais pas de mettre non plus le feu aux trousses des enquêteurs pour leur dire faites vite, nous on attend la suite. Donc ce sont des dossiers qui sont en instance. C'est pas ce que la nouvelle expression fait ou alors l'impression que la nouvelle expression donne? Non, la nouvelle expression dit silence sur les coupables. Mais ça veut dire que, moi ce que je veux dire, c'est qu'il y a une commission d'enquête qui a été créée, il y a des commissions d'enquête, il y a maintenant certainement des coupables qui ont été identifiés, puisque dans le cas de Ngarbou par exemple, il y a des personnes qui ont été identifiées et traduites devant un tribunal militaire, vous le savez très bien. Bon maintenant, où en est la procédure? C'est cela. Ce n'est pas un silence, c'est peut-être que c'est en train de suivre son cours pour qu'on nous donne des résultats, encore que généralement, on ne donne pas toujours les résultats à temps. Mais, toujours est-il que le problème de Garbou, il y a des personnes, des militaires qui ont été impliqués, qui ont été inculpés, qui ont été traduits devant le tribunal militaire. Maintenant, pour le cas Ouazizi, on attend. Moi, je pense que c'est le moins qu'on puisse faire. Mais la nouvelle expression, en disant silence sur les coupables, c'est comme si les coupables étaient déjà identifiés et qu'on se taisait. Non, il y a des enquêtes, on verra ce que ça va donner. Silence sur les coupables, c'est pour savoir qui sont les véritables coupables ou qu'est-ce qu'on fait de ces coupables, justement. C'est ce que je vous invite à lire dans le journal. Oui, le simple fait de dire peut-être c'est ça qui pose même des problèmes au fond. Parce que la presse a un travail de veille sur les affaires publiques. La presse a un travail de contrepoids par rapport à la gestion de la cité.
Et il y a une expérience qui est connue au Cameroun, les expériences malheureusement qui ne nous montrent pas une volonté politique de faire la lumière sur des scandales qui peuvent survenir, sur des décès, sur des crimes crapuleux, controversés. Vous avez les affaires qui sont encore pendant devant la justice depuis de nombreuses années. On peut citer les crimes rituels de Mimboman et plein d'autres dossiers comme ça pour lesquels le gouvernement n'a jamais apporté toute la lumière qui aurait été nécessaire. Mais le travail que fait ce matin la nouvelle expression a une double importance. D'abord, c'est un travail de veille, comme je l'ai dit, mais également un travail d'alerte pour les pouvoirs publics. Parce que sur le terrain de la crise anglophone aujourd'hui, les actes qui visent de façon volontaire ou pas, qui pourraient avoir comme impact psychologique pour les populations, le sentiment d'être exclu ou alors de ne pas être traité comme une composante essentielle de la nation, pourrait être perçu comme des actes de stigmatisation et justement des décès comme ceux-ci, comme celui de Samuel Ouazizi qui est un journaliste, un acteur dans la société civile, les décès comme ceux de Ngarbou. Si la lumière n'est pas faite sur des crimes comme cela, évidemment que ça alimente un sentiment de rejet, un sentiment de rejet, de stigmatisation qui est déjà assez ancré au sein de la communauté anglophone. D'accord. Alors, je vous invite à lire la nouvelle expression ce matin qui parle du silence sur les coupables, parlant de quelques cas également, Ngarbou et Ouazizi, en même temps, donc plusieurs cas enregistrés dans les régions en crise. On va lire également autre chose dans la presse. Le quotidien Le Jour parle d'éducation. Quelle école en 2020 et 2021? Ça reste une question. Oui, le ministère des enseignements secondaires a indiqué son intention d'instaurer ce qu'on appelle l'école avec mi-temps. Certains viennent le matin, d'autres viennent le soir. Quels sont les objectifs de cette réforme qui est envisagée? On sait que l'année qui vient de s'achever était une année très bouleversée, avec une pause entre guillemets forcée en raison de la pandémie du Covid-19. Ce sont des propositions de réformes qui sont sur la table. La mise en œuvre, la faisabilité de telles mesures se pose. On sait qu'il y a un certain nombre d'acteurs du secteur éducatif qui appellent à la réforme du système scolaire, notamment des horaires de cours, ainsi de suite. On attend bien de voir, il faudra gérer cela avec les questions de saison, avec la question des effectifs dans les salles de classe. C'est un ensemble de conditions qu'il faut réunir pour appliquer cette réforme qui est envisagée. D'accord. Alors, Camille, est-ce qu'on ne revient pas à l'ancien système? Vous savez quand même qu'il y avait un système de mi-temps. À l'époque, on partait de la maison à 7 h, on revenait à 12 h, il y avait une pause et on revenait à 14 h, quelque chose comme ça. Toutes les éventualités sont en train d'être examinées, mais il faut reconnaître que le Covid a tout bouleversé à travers le monde. Je vous ai dit, regardez les matchs de football, une demi-finale de Champions League avec 0 personne sur le terrain, ça veut dire qu'il y a quelque chose de sérieux au Cameroun. Ce même Covid est en train de bouleverser énormément de choses et forcément pas bouleverser l'école. Vous avez vu dans quelles conditions les élèves ont composé, que ce soit le concours d'entrée en 6e, le CP, le BPC ou le baccalauréat. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de choses qui font que les choses ne sont plus comme avant et ne peuvent plus être comme avant. En attendant, bien évidemment, l'éradication du coronavirus qui n'est certainement pas pour demain, peut-être pour après-demain. Mais en attendant, quelles sont les situations qui pourraient bien être prises? Donc, je pense que les responsables de l'éducation, les responsables même de la pédagogie devraient se réunir davantage, réfléchir davantage pour essayer de trouver une solution médiane qui va permettre non seulement aux enseignants d'être en sécurité, de pouvoir dispenser les cours normalement, mais aussi aux élèves de pouvoir suivre les cours de manière normale et productive. Voilà, donc c'est ce qu'on peut lire, puisqu'on parle d'éducation avec le quotidien de jour. Il y a Émergence ce matin qui parle également d'éducation avec plus de 200 enseignants sans salaire depuis 3 ans. Oui, ce sont des enseignants notamment du secteur privé, certains catholiques, en tout cas des enseignants pour la plupart des institutions scolaires confessionnelles, comme on les appelle. C'est un ordre d'enseignement qui est spécifique, qui est tenu par des privés, même s'il y a des subventions de l'État. C'est aussi une composante essentielle de l'offre en éducation au Cameroun. Vous savez que l'État ne peut pas construire toutes les écoles, à la fois de la maternelle au secondaire en passant par le primaire tout seul. C'est inimaginable. La composante privée est un élément important dans la satisfaction de l'offre en éducation, mais également il se trouve que
Dans les efforts qui sont faits par le privé, on a souvent eu des grincements des dents, des manquements comme cela, notamment la question des salaires qui, à la fois au plan de la consistance, ne vaut pas grand-chose, mais également au plan de la régularité pose un problème. Il y a un certain nombre de difficultés qu'il faudra gérer, mais également la question de la subvention de l'État à cet ordre d'enseignement qui est extrêmement important, cette subvention qui, pour l'instant, ne me semble pas être à la hauteur de la demande. Oui, Camille Nelé, 3 ans quand même pour un enseignant sans salaire. L'article le dit, Donald le dit, il ne s'agit pas des enseignants du public, il s'agit des enseignants du privé. Toujours dit que ce sont des enseignants. Ce sont des enseignants, mais c'est une question de moyens, c'est une question de disponibilité. Donc, vous savez, c'est un problème qui ne peut se régler qu'au niveau de chaque institution, au niveau de chaque structure qui n'arrive pas à payer ses enseignants. Moi, je pense que c'est vrai, le problème est réel, que les enseignants se retrouvent sans salaire. Il faudrait bien essayer de comprendre pourquoi. Il faudrait savoir comment on peut régler ce problème. Parce que les enseignants sont aussi des pères de famille avec des responsabilités. Et maintenant, comment faire? Je pense qu'en lisant l'article, on va bien trouver des esquisses de solutions. Et voilà. Il faut aussi savoir que si on parle du privé, ce n'est pas que le privé. Vous avez des enseignants qui sortent de l'école normale supérieure et font 2-3 ans avant de toucher ce qu'ils appellent le rappel, non pas parfois de frais de logement, alors qu'ils sont envoyés à Guidigis dans l'extrême nord, c'est évidemment le Cameroun, mais on sait que c'est hautement enclavé. Donc ce sont les éléments comme cela qui ne se concernent pas que le privé, même si ce matin, Émergence parle du privé. Même dans le public, les conditions de vie des enseignants se posent avec acuité. Ça soulève de façon globale notre politique éducative, la question de notre politique éducative, de la volonté politique de doter le système scolaire des moyens qu'il faut pour atteindre les objectifs qu'il faut pour aller vers l'idéal de société que nous avons, auquel nous comptons arriver. D'accord. Alors, on va lire l'actualité, en tout cas dans le journal Émergence, ce matin, qui parle de plus de 200 enseignants sans salaire depuis 3 ans. Et il y a un autre sujet qui fait le tour de la presse ce matin. On parle des régions anglophones. La nouvelle expression parle de péril sur des quincailleries. Et également, Émergence aussi parle du nord-ouest et sud-ouest, les quincailleries en péril, justement. C'est un titre qui m'a fait sourire. Ouais. C'est un titre qui m'a fait sourire parce que le ministre Paul Atangandi a pris la mesure de restreindre et de beaucoup mieux encadrer le commerce des machettes et des fers à béton, bref, des objets métalliques dont les bandes armées se servent pour terroriser les gens et pour asservir, maintenir les gens dans une sorte de situation infernale. Bon, est-ce que c'est un péril? Moi, je pense que c'est une considération un peu tirée par les cheveux. Ce n'est pas parce que on a dit que maintenant, pour pouvoir acheter une machette dans une quincaillerie, il faudra se plier un certain nombre de choses. Mais moi, je pense que le ministre de l'administration territoriale, en prenant cette décision, c'est tout simplement rappeler la situation du Rwanda, où tous les assassinats, vous vous souvenez très bien, se faisaient à la machette. Ce n'est pas tous les assassins, tous les meurtriers qui avaient la possibilité d'avoir une arme ou un fusil, mais c'était la machette. Et moi, je pense qu'en prenant cette mesure, en disant que, bon, maintenant, même pour acheter une machette, il faut faire attention, il faut essayer de comprendre. Je ne pense pas que ce soit une menace qui va faire que les quincailleries ne vendent pas que des machettes. Moi, je crois que c'est un titre un peu tiré par les cheveux. Donald Brice? Alors, je crois qu'on a commenté ce sujet hier et je disais que ça doit être une mesure transitoire, et une mesure transitoire qui doit être traitée comme telle. Le contexte actuel permet de comprendre ce type de mesures, des mesures conservatoires sur la circulation des armes blanches dans les 2 régions qui sont en crise. Il y a eu une mesure comme à peu près similaire il y a environ 2 ou 3 ans. Pour les armes blanches, pour les armes à feu. Les armes à feu, voilà, précisément. Aujourd'hui, ce sont les armes blanches qui sont concernées. Je ne sais pas si cette première mesure a été évaluée, quels en sont les résultats. Mais il faut considérer ça comme une mesure transitoire et pas comme si c'était une solution à la crise dans le nord-ouest ou le sud-ouest. Les solutions sont plus profondes et c'est sur ces solutions-là qu'il faut travailler de façon constante et de façon courageuse, notamment en allant vers les solutions de négociation,
de dialogue avec les acteurs qui sont impliqués dans la crise, parce que il ne faut pas penser que c'est en interdisant la circulation des machettes et autres dans le nord-ouest et le sud-ouest que la crise sera résolue. Pas du tout. Il y a des solutions qui sont proposées depuis le dialogue, la libération de ceux qui ont été interpellés pour apaiser les gens et ouvrir la voie à la résolution de la crise. Oui, Camille, il y a une question quand même à la suite de tout cela. Comment se fera, ou alors quel est le mode de réalisation de tout cela? Parce qu'on sait quand même que la machette fait partie des instruments qu'on utilise pour aller au champ. Il faut cultiver, on invite les gens, ceux qui se sont déplacés, qui sont revenus et ceux qui forcent quand même, qui résistent dans ces régions, à aller au champ pour pouvoir vivre ou survivre, parce que c'est difficile quand même de fonctionner. La restriction. Alors il faut... Comment est-ce que ces gens vont fonctionner? S'il faut avoir l'autorisation d'un sous-préfet pour avoir une machette. Flavia Valonongo, non pas l'autorisation d'un sous-préfet. Je suis en train de dire que Donald Brice vient de le dire, c'est une mesure transitoire. Elle va durer le temps qu'elle va durer. Mais est-ce que restreindre, contrôler le commerce de machettes, est-ce une mauvaise mesure? Non, elle n'est pas mauvaise. Non, mais c'est pour cela donc il y a la faisabilité. Oui, mais c'est pour cela donc que moi je pense que la mesure a été prise. Donald Brice parlait tout à l'heure de la restriction sur la vente des armes à feu. Il demande l'évaluation, mais il y a une évaluation. Parce qu'au départ, il y avait des armes de chasse. Et ces armes de chasse, qui sont beaucoup plus à la portée du grand public, c'était celles-là que les terroristes utilisaient. Mais on a vu au fil du temps que ce ne sont plus des armes de chasse, mais sont beaucoup plus des armes de fabrication artisanale, bien entendu aussi avec des armes maintenant arrachées aux militaires ou achetées dans le trafic entre les frontières du Cameroun et du Nigeria. Mais moi, ce que je voulais dire, Donald Brice me fait sursauter quand il parle de la recherche de la résolution en dialoguant avec les acteurs de la crise. Quels acteurs de la crise? Moi, je me pose toujours cette question. C'est-à-dire qu'il y a une facilité que les gens ont à vouloir prendre cette crise comme un film ou comme un match de football, avec d'un côté des gens connus, identifiés, et de l'autre des personnes et qui sont connues. Sur le terrain aujourd'hui, il y a plus de 1000 bandes armées entre le nord-ouest et le sud-ouest, chacune autonome, chacune qui fait ce qu'elle fait, chacune qui kidnappe. Vous pensez que ces personnes que vous appelez les acteurs avec lesquels il faut discuter, les gens qui décapitent des femmes, vous allez discuter, vous allez négocier avec eux pour leur dire quoi? Alors, les bandes armées se multiplient sans doute parce qu'il y a la situation perdure. Elles se multiplient pour une raison simple. Pour une raison simple, pour cette simple raison que le projet sécessionniste a échoué. Le projet sécessionniste au départ, qui était conduit par Tabé, mais en réalité qui date des années 80 avec Gorgi Dinka, qui voulait un État. Il parlait du Southern Cameroun comme un État qui doit parler au Cameroun qui est un autre État. Moi, je pense qu'il y a un malentendu qu'on a savamment entretenu qui fait que les gens qui disent que non, l'Ambazonie, le Cameroun en 1914, c'était un seul pays. C'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi même des intellectuels assez chevaudés sont capables de nous dire que non, écoutez, non, attendez, il y a oui, mais nous sortons de l'émission, nous n'allons pas passer une journée. Non, je voulais donc terminer en disant que quand on veut parler de négociation, on va négocier comment et avec qui. D'accord. En tout cas, ça reste la question des armes à feu. Je voulais dire que le gouvernement ne doit pas confondre le calmant et l'antibiotique. D'accord. Merci. Allez, bonne journée. Vous aurez l'occasion de lire les journaux si vous faites un tour en kiosque. Il faut d'ailleurs le faire. Demain, ce sera vendredi. Ce sera la dernière édition de la semaine. Bonne journée et merci.